L'hypnose a longtemps alimenté tous les fantasmes. Certains prêtaient aux hypnotiseurs de fabuleux pouvoirs de manipulation. D'autres n'y voyaient qu'une grotesque supercherie. 90% des hypnotiseurs sont des escrocs de la pire espèce. Cette méfiance se fondait sur la théâtralité des hypnotiseurs de salon, souvent assimilés à des magiciens. Les shows des hypnotiseurs fascinent toujours autant. Mais depuis peu, la science s'intéresse de près à l'hypnose. Très efficace contre la douleur, elle pourrait avoir bien d'autres vertus. Désormais reconnue par la science, l'hypnose dévoile ses fabuleux pouvoirs. Calmement. De plus en plus de médecins et de chirurgiens ont recours à l'hypnose comme complément anesthésique lors d'une opération. On s'en sert pour traiter les phobies, les addictions, les traumatismes psychologiques. On l'utilise aussi pour mieux se connaître ou se dépasser. Mais qu'est-ce que l'hypnose? Est-ce que tout le monde y est réceptif? Comment a-t-elle évolué? Le père de l'hypnose médicale est un chirurgien écossais, James Braid. En 1853, Braid est en retard pour visiter un patient. Lorsqu'il arrive, le malade a les yeux rivés à la flamme d'une bougie et semble détaché de la réalité. La douleur ne le tourmente pas. Braid a alors l'idée de plonger ses patients dans un état semblable qui leur procurera, pense-t-il, une sorte d'anesthésie mentale. L'hypnose médicale est née. Si les pionniers de l'hypnose médicale savaient mettre ses effets à profit, ils ignoraient tout de son origine et de sa nature. L'hypnose est proche d'états mentaux que nous vivons quotidiennement sans nous poser de questions. Lorsque notre esprit s'absorbe dans une pensée, se perd dans la contemplation d'une image ou s'évade dans le passé, nous entrons dans un état de conscience qui oublie la réalité environnante. L'hypnose consiste à provoquer cette déconnexion mentale. Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion d'observer un ciel bleu avec des petits nuages blancs qui se promènent. Puis le praticien guide les pensées du patient à l'aide de suggestions. Et là, vous pouvez peut-être découvrir une forme d'un fauteuil dans lequel vous pouvez prendre le temps de vous y installer. La matière Depuis plus de 30 ans, Marie-Élisabeth Fémonville et les équipes du CHU de Liège sont des pionniers de la recherche sur l'hypnose médicale. On a pu identifier un réseau de la conscience du monde extérieur, tout ce qu'on ressent par nos sens, et de ce sorte de conscience intérieure, cette petite voix qui nous parle. Et donc justement en hypnose, on est absorbé, on est dans ce petit monde intérieur et on est déconnecté de ce qui nous entoure. Grâce à l'imagerie médicale, on peut caractériser l'activité du cerveau sous hypnose et la différencier d'un simple état de distraction lié par exemple à l'évocation d'un souvenir. Focalisez votre attention. Et je vous propose maintenant d'aller chercher dans votre mémoire que des choses agréables. Et profiter de ce moment en observant les détails de tout ce qui vous entoure là-bas. Donc ici, dans un état normal,
on a le cerveau et les régions en bleu, qui est le réseau de la conscience de l'environnement, hein, ce qu'ils ressentent. Puis en distraction, c'est-à-dire ils revivent des épisodes de leur passé, mais sans hypnose, on voit toujours cette activité cérébrale, alors qu'en hypnose, il y a vraiment une sorte de déconnexion, il y a tout ce réseau qui est inactivé, et on voit qu'il disparaît en hypnose. L'analyse de l'imagerie cérébrale est assortie d'une étude qualitative sur les sensations éprouvées par les volontaires. En plus des questionnaires, j'ai une ou deux petites questions à vous poser en plus. À quel point est-ce que vous avez été dans votre souvenir, absorbé dans votre souvenir? Est-ce que vous avez ressenti des détails? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? J'étais dans les bois, je me promenais. Il y avait un tapis de feuilles. Je sentais la fraîcheur, le parfum. Le cerveau du volontaire s'est comporté comme si celui-ci vivait réellement l'expérience qu'il décrit. Le soleil. Si l'imagerie cérébrale a montré que le réseau de la conscience de l'environnement est déconnecté sous hypnose, en revanche, d'autres régions du cerveau sont, elles, très activées. On voit que dans des régions ici plutôt visuelles, dans des régions ici importantes pour la sensation et le mouvement, dans des régions importantes pour l'émotion, il y a une activité qui est plus élevée en hypnose. Oui, donc il y a une grande différence entre penser, se souvenir de quelque chose ou le vivre sous hypnose, parce que ça active les régions comme si réellement ils voyaient, comme si réellement ils sentaient, comme si réellement ils bougeaient. La suggestion hypnotique est capable de nous faire vivre une expérience construite mentalement et donc de modifier notre perception de la réalité. C'est ce pouvoir qui rend l'hypnose particulièrement intéressante pour échapper à une situation douloureuse. Dans ces conditions, il ne ressent aucune douleur. Vous ne ressentez rien. Vos bras et vos mains sont insensibles. Mowbray, la grande aiguille. Carter, donnez-moi votre main droite. Comme vous le constatez, l'aiguille a totalement transpercé la main du sujet. Aucune sensation ni douleur. Cette insensibilité est le signe incontestable d'une profonde hypnose. Bien que traduite de façon un peu caricaturale dans cette fiction de 1945, l'hypnose traite réellement la douleur. Paralysé à la suite d'un accident, Patrick Colson souffrait de douleurs aiguës et de crampes dans les jambes. Les médicaments et traitements chimiques ne le soulageaient plus. Il s'est tourné vers l'hypnose avec le docteur Fémonville à l'hôpital de Liège. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va, impeccable. Franchement, c'est carrément une autre vie, quoi. Oui, tout à fait. Donc au niveau de mes douleurs, ouais, j'arrive maintenant à passer au-dessus, enfin à gérer plus facilement. Donc quand j'ai une douleur, Faites l'exercice je d'hypnose. fais de l'exercice d'hypnose. Je sens vraiment que ça part, quoi. Vie sociale, plus rien à voir, quoi. J'ai une vraie vie sociale. J'étais quand même fort aigri, j'avais la douleur permanente. Donc au niveau des médicaments, je suis descendu à plus ou moins 50% De ce que vous preniez de ce que je avant. prenais Il y avait avant. déjà beaucoup que vous preniez. C'était énorme, quoi. Ouais, parfait, très bien. C'est grâce à vous-même. Hein. Ouais, à vous, Bravo. hein. Ouais, je donne les clés, mais c'est mais vous c'est qui ça, ouvrez les tout à portes, fait, ouais. d'accord? Donc ça, c'est important de savoir. L'hypnose agit comme une voix intérieure qui modifie notre expérience de la réalité, reprogramme la perception que nous avons d'une situation ou d'une sensation. En ce qui concerne la perception de la douleur, on voit ici tout ce réseau qui s'allume, qui s'active quand on a mal, dans un état d'éveil normal, alors qu'en hypnose, on voit qu'il y a beaucoup moins de régions activées. On voit encore une petite activité cérébrale dans le cortex sensitif primaire. Donc le sujet, il sent toujours quelque chose, mais il va donner une interprétation différente. Il y a moins de souffrance, si on veut, alors qu'il y a toujours une certaine perception de ce qui se passe. Quand quelqu'un ressent une douleur, on observe l'activation de différentes zones du cerveau. D'abord, le cortex sensitif nous dit « D'où vient cette sensation? Est-elle importante ?» Puis le cortex singulaire traite l'information.
Cette sensation doit-elle m'inquiéter? Vais-je en souffrir? A-t-elle quelque chose d'effrayant? D'autres parties du cerveau, comme le cortex frontal, interviennent aussi dans le processus d'analyse. Que signifie cette sensation? Est-ce dangereux? Ou est-ce que tout va bien? Lorsque toutes ces zones s'activent ensemble pour nous signifier que notre corps est en danger, alors le cerveau crée la douleur. Ces parties du cerveau travaillent ensemble pour produire la sensation douloureuse. Et on peut faire baisser la douleur en agissant sur l'une ou l'autre de ces zones. Bonjour docteur, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Merci de participer à cette étude. Je vais prendre votre manteau. Oh, merci. Le docteur Jensen tente d'évaluer les effets de l'hypnose sur des patients souffrant de douleurs chroniques. Avant la première séance, on vous appellera pour vous poser des questions sur l'intensité de vos douleurs, votre qualité de sommeil ou d'autres sujets de ce type. Puis vous passerez un électroencéphalogramme. Ensuite, nous ferons 4 séances d'hypnose ensemble et on fera un deuxième électroencéphalogramme. Car nous anticipons que le traitement sous hypnose aura des effets mesurables sur votre activité cérébrale. Au centre d'imagerie cérébrale, la patiente participant à l'étude fait un premier électroencéphalogramme. Celui-ci enregistre un profil de ses ondes cérébrales qui fera référence avant sa première séance d'hypnose. Vous pouvez maintenant imaginer que les sensations désagréables que vous ressentez prennent la forme d'une image ou d'un objet. Peut-être est-ce le nœud d'une corde, un feu, peut-être une couleur, ou toute autre représentation qui vous vient à l'esprit. Puis en pensée, vous allez placer cette image ou cet objet dans une boîte. C'est une boîte solide, épaisse, isolée. Si bien que les sensations que vous ressentez sont maintenant étouffées, lointaines. À l'issue des séances d'hypnose, la patiente retourne au centre d'imagerie pour un nouvel électroencéphalogramme. Bon, aujourd'hui, nous allons faire un autre enregistrement pour comparer au premier, quand vous êtes venu la dernière fois. Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux et de faire ce que vous avez appris lors des séances. Les enregistrements par électroencéphalogramme permettent d'observer comment l'hypnose agit sur l'activité cérébrale. Nous constatons une augmentation des ondes lentes du cerveau, qu'on appelle ondes θ. Ces ondes correspondent à un état de relaxation et favorisent la disponibilité mentale. Nos études montrent que beaucoup de patients ressentent non seulement une réduction des douleurs, mais ils soulignent en plus d'autres effets bénéfiques. Ils dorment mieux, se sentent plus calmes et contrôlent mieux leurs émotions. Comment vous sentez-vous? C'était très relaxant. L'hypnose a donc des effets secondaires, mais qui sont tous positifs. Si vous comparez à des traitements médicamenteux contre la douleur, ils peuvent causer de la constipation, des troubles respiratoires, des réactions d'intolérance ou au contraire d'addiction. Si on trouvait un médicament qui ait les mêmes effets que l'hypnose sur la douleur et qui en plus vous procure une sensation de bien-être, de calme, de contrôle, ce médicament aurait un succès phénoménal. Tout le monde le voudrait et ses ventes généreraient des milliards. Mais avec l'hypnose, c'est gratuit. Une fois que vous l'avez appris, ça vous appartient. Pourtant, depuis 150 ans, la médecine a privilégié la voie médicamenteuse et chimique pour traiter la douleur. L'invention de produits anesthésiants comme l'éther en 1850, puis plus tard le protoxyde d'azote, ont ouvert la voie à la domination de l'anesthésie chimique et l'hypnose médicale était un peu tombée dans l'oubli. Depuis quelques années, certains praticiens redécouvrent ses vertus, notamment en anesthésie lors d'opérations chirurgicales. Au CHU de Liège, le docteur Joris est devenu un spécialiste des anesthésies sous hypnose. Bonjour madame, ça va?
Avant l'opération, il récapitule avec la patiente les points clés qu'il a vus avec elle lors d'une consultation préparatoire. Donc je vous rappelle que si on veut donner une petite définition de l'hypnose, comme j'ai dit hier, l'hypnose c'est un état de conscience modifié, donc c'est pas un rêve, c'est pas un sommeil. Vous restez consciente, donc vous allez garder les perceptions, vous allez sentir que le chirurgien touche au niveau de votre cou. Et donc, état de conscience modifié, modifié par quoi? Modifié par un souvenir que vous allez vous remémorer. C'est vraiment un processus naturel. Cette patiente qui s'apprête à subir une intervention sur la thyroïde a fait le choix d'une hypnosédation, c'est-à-dire le couplage entre hypnose et anesthésie locale. 8000 patients ont déjà été opérés ainsi au CHU de Liège. Vous pouvez laisser s'étendre de proche en proche cette sensation de confort, un peu comme des vagues qui remontent sur une plage. Le docteur Joris va peu à peu guider la patiente vers des souvenirs agréables d'un après-midi au bain thermo qu'elle a choisi de revivre mentalement. Et vous pouvez, tandis que je mobilise un peu votre tête, imaginer maintenant que vous êtes dans un bon bain ou sous une bonne douche. Et tandis qu'on badigeonne votre cou avec un liquide un peu frais, vous imaginez que c'est cette eau de la douche qui ruisselle au niveau de votre cou, au niveau de votre nuque, au niveau des épaules. Et au fur et à mesure que cette eau ruisselle sur votre corps, elle augmente encore votre bien-être. Et maintenant, tout ce qui se passe dans la salle n'a plus d'importance pour vous. Vous écoutez seulement ma voix et dans quelques instants la musique. Et tandis qu'on place un dernier tissu sur votre visage, vous restez bien là, calmement. L'hypnosédation permet de réduire fortement le stress de l'opération et la sécrétion d'hormones qui y sont liées. On a pu démontrer que sous hypnosédation, la libération de ces hormones était en quantité moindre par rapport à ce qui est libéré en conditions d'anesthésie générale. Mais encore plus étonnant et plus intéressant, c'est que lorsqu'il y a une chirurgie, il y a fatalement une réaction inflammatoire, eh bien on a pu démontrer que l'hypnosédation, par rapport à une anesthésie générale, réduit l'intensité de la réaction inflammatoire. Du point de vue du chirurgien, l'hypnosédation a aussi des avantages. On se rend compte, par exemple, qu'on contrôle plus facilement le saignement. Probablement parce que le patient étant dans un état plus naturel, il y a un meilleur contrôle vasomoteur que sous anesthésie générale. L'hypnosédation ne change rien à l'intervention chirurgicale. L'investissement de l'anesthésiste est autre que s'il devait pratiquer une anesthésie générale avec des agents chimiques. L'anesthésie générale, c'est un coma pharmacologique réversible. Et si je vous dis en plus que, malgré toutes les recherches qui ont été réalisées, on ne connaît pas encore très bien les mécanismes profonds par lesquels nos agents anesthésiques fonctionnent, agissent, ben vous comprendrez que si on peut éviter cet état de coma par une technique autre, eh bien je crois que tout le bénéfice sera pour le patient. Et la preuve des bénéfices d'éviter ce coma, c'est justement cette récupération post-opératoire qui est accélérée. Bonsoir, Mme Cray, ça va? Oui, ça se passe bien? Oui. Vous êtes content de votre expérience? Ça s'est bien passé, oui, vraiment. J'étais dans les termes, oui. Donc j'ai passé une bonne journée. Voilà, c'était bien. Je sentais que j'étais dans la salle d'opération, mais j'étais vraiment dans ma tête, j'étais ailleurs. D'accord. Je vois que vous avez votre ordinateur, là, c'est bien. Vous savez vous concentrer? Oui, c'est bien, vous voyez, ça c'est grâce à l'hypnose. Hein. Si vous aviez subi la même chirurgie sous anesthésie générale, il y a beaucoup de chances que vous auriez eu un peu plus de difficulté à pouvoir vous concentrer correctement. En France, il a fallu attendre 2013 pour que l'hypnose médicale soit officiellement reconnue par l'assistance publique. Le docteur Jean-Marc Benayem a convaincu la faculté de médecine de créer un cycle de formation spécialisé. Les médecins sont de plus en plus nombreux à vouloir découvrir une approche nouvelle. Toutes les études médicales sont faites sur une compréhension intellectuelle. Mais l'hypnose ouvre sur un autre champ, c'est-à-dire un champ, je dirais, sensoriel. Faisons un exercice, si vous êtes d'accord. Je vous propose de prendre un objet. Souvent, au premier cours, les médecins testent, comme s'ils étaient des patients, des expériences
pour troubler, déconcerter, mettre de la confusion dans les sens, pour qu'ensuite ils puissent utiliser cela avec leurs patients. C'est parce que ça devient confus. Et je ne sais plus très bien quelle force appliquer pour le tenir, mais est-ce que je tiens quelque chose? L'engouement du monde médical résulte des effets bénéfiques de l'hypnose, constatés au quotidien par les équipes soignantes. La question est aujourd'hui d'évaluer ces effets scientifiquement. C'est ce qu'a entrepris Véronique Wesblatt, anesthésiste à l'hôpital de Montfermeil. Elle pratique l'hypnose avec les femmes enceintes en phase de travail pour calmer les douleurs des contractions et réduire leur peur de l'injection péridurale. Alors, sur une échelle de 0 à 10 de peur, votre peur de la péridurale est à combien? Sachant que 0, c'est aucune peur de la péridurale, et 10, c'est la peur maximum de la péridurale. Vous êtes à combien? 7. 7. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous balancer à votre rythme, tranquillement, vers l'avant. Et Béatrice vous accompagne. La méthode associe une hypnose non verbale, sous la forme d'un léger balancement d'avant en arrière, à des suggestions adressées par Véronique Wesblatt. Vous pouvez vous promener dans un endroit que vous avez aimé autrefois, un endroit que vous aimez maintenant, un endroit où vous vous sentez bien et en sécurité. Véronique Wesblatt a mené une étude sur 155 femmes qui met en évidence l'efficacité de l'hypnose. 2 femmes sur 3 ont une diminution franche de la douleur des contractions et de la peur de la péridurale. La douleur moyenne, qui était à 7,5, descend à 5 sur 10 après l'interaction hypnotique. Et la peur de la pose de la péridurale, qui était à 5 en moyenne pour toutes les femmes, descend à 3,2 pour l'ensemble des femmes. L'évaluation des bénéfices de l'hypnose intéresse les institutions officielles de santé, comme l'INSERM en France. Juliette Guéguin est la coordinatrice d'un rapport qui a répertorié les études menées dans le monde entier. Si en Allemagne, ces études bénéficient de moyens importants, en France, elles reçoivent très peu de soutien. Et de quels moyens avez-vous disposé alors pour faire cette étude? De la bonne volonté. De la bonne volonté de chacun. Mais on n'a eu aucun financement institutionnel. Si les effets de l'hypnose contre la douleur sont désormais prouvés par de nombreuses études, en France, l'approche des pouvoirs publics sur ce type de thérapie reste timide. Évaluer l'hypnose, c'est effectivement plus complexe que d'évaluer un médicament. Parce qu'on n'est pas en train de chercher à regarder si la molécule chimique qu'on administre a un effet spécifique, mais on est en train de prendre en compte une intervention où il y a potentiellement plusieurs composantes qui vont jouer, parfois de manière synergique, et les interactions entre le praticien et le patient jouent un rôle majeur. L'autre difficulté pour évaluer l'hypnose vient du fait que certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres. Avant d'utiliser l'hypnose, il convient donc de tester l'hypnotisabilité du sujet. Nous avons développé un test, utilisé à la fois en recherche, mais aussi lors de traitements cliniques, pour déterminer de façon fiable la sensibilité d'une personne à l'hypnose. Ce test est une brève expérience où on place le sujet en hypnose, puis on évalue sa réceptivité à des suggestions verbales. Le sujet obtient une note de 0 à 10 qui reflète son degré d'hypnotisabilité. Tout en regardant en haut, fermez doucement les yeux. Fermez les yeux et respirez profondément. C'est un exercice d'imagination. Imaginez que votre main est un ballon gonflable et laissez-la s'élever dans les airs, tandis que le reste de votre corps reste lourd et détendu. Pouvez-vous décrire vos sensations, Patricia? C'est comme si j'ai l'impression d'un courant d'air qui la pousse vers le haut.
Avez-vous la sensation qu'à la différence de votre main droite, votre main gauche est détachée de votre corps? Oui, c'est ça. Comme si votre main ne faisait pas partie de votre corps. Parfait, merci. C'est la fin du test et vous êtes très hypnotisable. Votre score est de 10 sur 10. Les données sur le degré d'hypnotisabilité selon les individus sont assez fiables et stables. On constate qu'environ 2/3 de la population adulte est hypnotisable, dont 10% d'individus sont très fortement sensibles, et qu'un tiers de la population n'est pas hypnotisable. Le Dr Spiegel recherche une signature neurologique qui serait liée à l'hypnotisabilité d'un individu. Comment ça va, Josh? Super. J'aimerais que vous reviviez des vacances récentes. Pouvez-vous me dire ce que pourrait être ce moment? Être allongé dans un hamac en Jamaïque, face à l'océan. Bien, prenez le temps d'en profiter. Les enregistrements révèlent une particularité des sujets fortement hypnotisables. La question était de savoir si on peut repérer une différence dans l'activité cérébrale entre les sujets fortement hypnotisables et ceux qui le sont peu. Conclusion, l'activation coordonnée de ces deux zones, celle où nous réfléchissons sur que faire et celle qui pilote nos actions, est plus forte chez les sujets hypnotisables. Cela peut expliquer l'état d'absorption qu'on a en hypnose, où l'on s'engage complètement dans une expérience sans se soucier de sa signification ou de ce qu'on pourrait faire d'autre. Une personne fortement hypnotisable ne juge donc pas l'expérience qu'on lui propose. Elle y participe pleinement sans l'analyser, sans pensée parasite. C'est sur cette absorption totale que s'appuient les hypnotiseurs de spectacle. Mesmer, profession fascinateur. Mesmer, le célèbre hypnotiseur canadien, va sélectionner dans le public les individus les plus sensibles avec qui il va composer son spectacle. Je fais un test de réceptivité où je vais chercher les 15% environ plus sensibles de l'auditoire. Je leur demande de monter sur scène et là, en moins de 5 secondes, ils tombent dans un état de sommeil. Et ça, c'est des techniques que j'ai développées avec les années. J'ai même plus besoin de leur toucher. Aujourd'hui, je les regarde, puis ils tombent. Alors, il y a une connexion, il y a quelque chose que j'ai développé avec ces années qui fait la différence de l'hypnosothérapie. Sur scène, moi, c'est une hypnose un peu plus profond, où j'essaie d'enlever encore plus la conscience pour que le rêve soit encore plus intense pour eux. Alors, si je leur dis sur scène qu'il fait froid, ils vont sentir le froid. Il fait 0 degrés Celsius. Et vous commencez à avoir froid. Vous avez froid de plus en plus. La personne rentre dans un état hypnotique, somnambulique, et c'est comme un somnambule. Hein. Elle peut vaquer à ses occupations, elle peut voir les gens autour, elle peut entendre les sons environnants, mais en même temps, elle est dans le rêve qu'on lui propose, elle est dans l'imaginaire qu'on lui propose. Et maintenant, ouvrez les yeux, regardez où nous sommes. Ah, nous sommes tous à l'âge de pierre. Nous sommes tous des hommes de Cro-Magnon, avec des petites jambes. Des petits bras. Bouger les jambes comme ça. Bon, on peut marcher maintenant. Allez, venez avec moi. Venez. Il y a certaines personnes qui ont une peur de l'hypnose. C'est un peu la peur de l'inconnu, c'est normal. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est que l'hypnose. Ce n'est pas dangereux, ce n'est pas un contrôle entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Il y a une complicité qui va se créer entre les deux. C'est plutôt une complicité qu'un contrôle. Et on doit se rassurer que sous hypnose, si ça devient trop difficile moralement à accepter ou physiquement impossible à réaliser, on va se réveiller ou on va bloquer la suggestion. Les volontaires recrutés par l'hypnotiseur deviennent E.T., boxent comme Rocky, pilotent un jet de Top Gun. L'altération de la perception par la suggestion, si spectaculaire dans les shows, se mesure aussi en laboratoire. À l'université de Stanford, le Dr Spiegel démontre que sous hypnose, notre perception sensorielle est modifiée. Ok, Patricia, on peut commencer. Tout va bien? Oui. Bien.
La correspondante du docteur Spiegel est une volontaire sous hypnose. Elle se trouve dans un appareil d'imagerie cérébrale qui permet de voir les régions de son cerveau qui s'activent. Le docteur remplace l'image couleur par une image noir et blanc et suggère à la volontaire que l'image est colorée. Que voyez-vous maintenant, Patricia? C'est comme si vous aviez mis des couleurs dessus. Si vous avez l'impression que j'ai mis des couleurs, pouvez-vous les décrire? Vert kaki, jaune, violet, rose, marron foncé. Pour cette volontaire fortement hypnotisable, la perception des couleurs est donc le résultat d'une projection mentale, comme le montre l'analyse des zones du cerveau activées lors de l'expérience. L'étude montre que si le sujet regarde une image en noir et blanc et qu'on lui suggère sous hypnose qu'il voit une image colorée, les zones de vision de la couleur s'activent dans le cerveau. En fait, notre cerveau voit ce qu'il croit. C'est justement cette possibilité de nous plonger dans une expérience sensorielle factice qui donne à l'hypnose le pouvoir de nous changer. Son champ d'utilisation peut s'avérer très large. Maigrir, arrêter de fumer, surmonter une phobie, gérer son stress, vaincre des tocs. Jamais l'hypnose n'a bénéficié d'un tel engouement. Les réticences qu'on lui associait s'estompent et un public de plus en plus large s'y intéresse. Bonjour Tina, entrez. Maintenant, Tina, je voudrais que vous vous imaginiez tel que vous serez bientôt dans le futur. Visualisez cette image de vous avec la taille et le poids que vous voulez avoir. Votre double s'approche avec confiance. Elle est pleine d'énergie. Puis elle s'assied à vos côtés. Imaginez qu'elle place sa main sur votre bras et votre épaule pour vous soutenir. Vous encouragez à choisir une alimentation saine, à faire de l'exercice, tout simplement prendre soin de vous. Quand une personne vient me consulter, je présente l'hypnose comme un outil et non comme une thérapie à durée indéterminée. Donc je vois le patient pour 1 à 3 séances maximum, selon les cas. Et plutôt que de les faire revenir en consultation, je préfère qu'ils obtiennent des résultats dans leur environnement quotidien. Je leur fournis donc des enregistrements qui les aident à consolider les changements. Bien, Tina. Plus vous vous relaxez, plus votre corps vous fait confiance. Parfois, le corps prend du poids pour se protéger de certaines personnes ou de certains sentiments. Il est donc très important que vous vous sentiez complètement détendu et en sécurité, là, à l'intérieur de vous. Alors votre corps se débarrassera naturellement de cette enveloppe inutile. Plus l'hypnose prend en compte les besoins, la personnalité, l'histoire de chacun, plus elle est efficace. Les techniques, le discours et les images utilisées varient donc d'une personne à une autre. Pas mal. Dans les cas où une personne a besoin de motivation pour faire de l'exercice ou retrouver de l'énergie, j'utilise l'hypnose active pour amplifier un changement et aider la personne à se sentir plus forte. Pédaler régulièrement. Continuez de pédaler, tout en laissant à distance vos pensées, vos sentiments, vos soucis ou vos peurs. Ken applique l'hypnose, dite dynamique, à Naomi, une patiente qui a réussi à arrêter de fumer, mais développe une addiction à la cigarette électronique. Maintenant, vous rechargez votre corps avec le mouvement constant de vos jambes et vous le remplissez d'énergie. Remarquez comme cette sensation est agréable. Nous sommes souvent enfermés dans une façon de nous voir et de nous comporter. Et ce que l'hypnose permet, c'est de modifier l'image que nous avons de nous, de changer de point de vue. Ce changement de point de vue nous donne la possibilité de transformer nos comportements, car nous réalisons soudain que nous avons le pouvoir de reprendre le contrôle de nos actions.
d'une façon qui nous échappait avant. Bonjour tout le monde, allons faire cette expérience. Le professeur Raz a mis au point une expérience démontrant que l'hypnose peut modifier les processus cognitifs et sensoriels de notre cerveau qui jouent à notre insu. Dans quelques minutes, chacun de vous sera devant un ordinateur. Vous allez voir l'image d'une personne qui va émettre des sons. Votre boulot, c'est de regarder l'image tout en écoutant les sons que vous entendez dans vos casques. Et vous notez les sons que vous percevez. Ce que le professeur Raz ne dit pas aux volontaires, c'est que le seul son émis dans le casque est ba, alors qu'à l'image, la personne prononce d'autres syllabes, comme pa ou fa. L'incohérence entre les deux messages fait que 75% des sujets notent un son erroné. C'est ce qu'on appelle l'effet McGurk, du nom du psychologue qui l'a mis en évidence. Cela démontre que notre cerveau combine automatiquement les dimensions visuelles et auditives d'un message. S'il y a une incohérence entre les deux, la perception se brouille. Comme vous l'avez vu, c'était facile, juste regarder et écouter. On va maintenant introduire un élément nouveau. Je vais hypnotiser chacun de vous, vous faire une suggestion en état hypnotique. Ensuite, vous referez l'exercice sur l'ordinateur. Pensez comme dans un rêve éveillé et laissez vos paupières se fermer doucement. Relâchez vos épaules, vos muscles. Imaginez que vous êtes très lourd. Et tout en écoutant ma voix, je voudrais que vous remarquiez à quel point il est facile de vous concentrer sur ce que vous entendez et de repérer les sons. Votre sens de l'ouïe domine tout le reste. Ce super sens auditif va être très important quand vous allez refaire l'exercice sur l'ordinateur. Avec cette aptitude particulière, vous pourrez repérer immédiatement le son que vous entendez. Après la suggestion hypnotique du professeur Raz, le taux d'erreur sur la perception du message sonore tombe de 75% à 25%. Même si vous connaissez l'effet McGurk, que vous essayez vraiment de l'éviter, de ne pas vous laisser prendre, l'effet se manifeste malgré vous. Ce que nous avons démontré, c'est que pour certaines personnes, celles qui sont fortement hypnotisables, il est possible, sous hypnose, de déprogrammer des réactions ou des perceptions qu'on pensait complètement et profondément automatiques. Cela soulève des questions très importantes sur la façon dont nous pouvons agir sur le comportement humain et aider certaines personnes à changer. Beaucoup de comportements dont nous souffrons, dans lesquels nous sommes enfermés et dont nous n'arrivons pas à nous libérer, sont souvent des comportements qui deviennent automatiques. Quand on interroge quelqu'un qui fume, il sait que ça coûte cher, que ça le tue, que ça sent mauvais, que ça a mauvais goût. Et la raison n'a plus raison. Donc ça devient irrationnel. La personne doit sentir que le réflexe qui va la guérir vient non pas d'un raisonnement, mais d'une perception corporelle. Donc finalement, l'hypnose fait réapparaître le corps et ses sensations. En résumé, l'hypnose fait plus ressentir que comprendre. Le docteur Adrien Chaboch stimule le relâchement de cette patiente qui souffre de crise de stress. Il y a des zones du corps qui pourraient ressentir ces effets de stress, de tension, ou bien dès qu'il y a une tension que vous ressentez, ok, voilà, on relâche. Vous voyez de quelle manière il y a quelque chose pour vous de plaisant, d'intéressant à ce relâchement. Repasser dans la sensorialité permet de réaccéder à quelque chose de primordial, de naturel. Donc l'objet de l'angoisse, l'objet, que ce soit au travail, que ce soit une phobie, que ce soit un lien d'addiction, va se désarmer. Pour qu'un sujet ressente ce qu'il ouvre aux suggestions sans que sa rationalité fasse écran, il faut que son cerveau accède à un degré de conscience très particulier.
le docteur Giuseppe De Benedictis a réussi à caractériser ce degré de conscience en le quantifiant. À partir d'une technique dérivée de l'électroencéphalogramme, il peut chiffrer les ondes cérébrales associées à différents états de conscience. Cette expérience consiste à mesurer le niveau de conscience d'un sujet particulier à un moment donné. Et au final, elle permet de produire un indice qu'on appelle indice bispectral, qui est calibré entre 0 et 100. 0 correspondant à l'absence complète d'activité cérébrale, donc à un état de mort cérébrale, 100 étant l'activité de veille complète. À titre de référence, l'indice était de 65 sur des sujets en état d'anesthésie générale. Sur des volontaires en état d'hypnose, le professeur Benedictis a enregistré un indice compris entre 77 et 92. Plus l'indice bispectral est bas, plus l'état d'hypnose est profond. Les variations de l'indice montrent que l'état hypnotique est un processus cérébral dynamique au cours duquel le cerveau travaille dans une zone de conscience particulière. Ton corps est très pesant, comme ton bras gauche que je laisse tomber. Et tu te reposes profondément, comme rarement tu t'es reposé. Le temps s'est arrêté. J'imagine que la vie a été mise sur pause. Cette zone de conscience intermédiaire entre le sommeil et l'état de veille permet à notre cerveau de fonctionner sur un autre mode. On peut ressentir ou vivre mentalement une situation sans le filtre de la rationalité. Le pouvoir d'imaginer une action, de la visualiser sous hypnose, est de plus en plus sollicité dans la préparation mentale des athlètes de haut niveau. Le Dr Singer est un spécialiste réputé de l'hypnose appliquée à l'univers du sport. Des athlètes de haut niveau, comme Kayla Ross, championne olympique et championne du monde de gymnastique, font appel à lui. On sait que nos pensées se traduisent très rapidement par des manifestations corporelles et que l'esprit contrôle le corps. Par conséquent, si vous agissez de façon forte et positive sur le mental, cela se transpose au niveau physique. C'est pour cette raison que les athlètes utilisent l'hypnose pour optimiser constamment leur performance physique. Jack Singer donne à ses athlètes la faculté d'agir sur différents leviers. La gestion du stress, la faculté de concentration, la mobilisation des émotions positives, la visualisation de l'objectif. Une athlète aussi titrée que Kayla Ross sait bien que le mental est essentiel. Quand vous vous préparez à de nouvelles compétitions, vous avez de nombreuses attentes et toutes sortes de questions. C'est tellement difficile à faire, suis-je capable de le faire à nouveau? Comment vais-je réussir à rester concentré? Je suis un peu plus âgé maintenant. Il y a donc plein de sujets de stress et elle est venue me voir pour l'aider à maîtriser son stress et optimiser ses aptitudes. Je voulais vraiment travailler sur ma confiance, car je sais que même en s'entraînant beaucoup, quand tout d'un coup on se retrouve sur le tapis de compétition, tout repose sur soi et il faut donner le meilleur. Cela demande beaucoup de confiance. Il faut croire en soi et sur ce point, j'ai vraiment senti une amélioration. En hypnose, j'essaie toujours de combiner les 5 C. Calme, confiance, concentration, contrôle et constance. Quand nous entrons dans la phase avancée de la séance, je passe en revue une compétition dans le détail pour que l'athlète puisse visualiser ce qu'il aura à accomplir à chaque étape de l'événement et que cela s'imprègne automatiquement dans son esprit. Prépare-toi pour le saut et signale-moi quand tu es prête. Parfait. Tu vas effectuer la double vrille Yurchenko. Tu te sens tellement bien. Tu es tellement heureuse, tellement contente de toi. Toutes ces années d'entraînement, toutes ces années de sacrifice, toutes ces années de concentration,
d'attention. Toutes ces années de travail sur la confiance ont été récompensées. Tu as concouru de façon magnifique. Tu es tellement fier de toi. Tout le monde est fier de toi. Pour préparer les défis qui exigeront 100% de ses ressources physiques et mentales, Bertrand Piccard se tourne lui aussi vers l'hypnose. J'ai commencé l'hypnose au moment où j'avais besoin de préparer mes rythmes de sommeil et de veille pour la première course transatlantique en ballon. J'avais très peur, et mon coéquipier aussi, qu'on soit harassé de fatigue et qu'on n'ait pas réussi à se régénérer. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à prendre des cours d'hypnose, sans savoir encore tout ce qu'il y avait derrière, hein. C'était simplement pour pouvoir gérer le sommeil. L'hypnose, ça a toujours ce côté magique dans l'esprit des gens, et ça l'avait aussi dans ma propre tête quand j'ai commencé. Et en fait, ce qui est magique, c'est pas l'hypnose. Ce qui est magique, c'est l'être humain au moment où il sort de sa zone de confort et qu'il peut avoir des outils pour être plus en relation avec lui-même, avec ses ressources intérieures. Lors de l'Odyssée Solar Impulse, le tour du monde en avion solaire durant lequel Bertrand était seul dans le cockpit pendant plusieurs jours consécutifs, l'hypnose a été un appui essentiel. Elle l'a aidé à rester concentré, à maîtriser certaines situations, à gérer son stress. Et surtout, c'est grâce à elle qu'il a optimisé ses courtes phases de repos. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une mise en sommeil forcément, comme on l'entend habituellement, mais c'est en quelques secondes une mise en complète relaxation qui fait qu'on se repose et on se régénère déjà énormément. Dans les entraînements que j'ai faits dans le simulateur de vol, j'étais fasciné de voir que les moments où je me suis le mieux régénéré, c'était en état hypnotique, sans dormir, et c'était beaucoup plus efficace que quand je dormais vraiment. Aujourd'hui, ce psychiatre passionné d'aventure inclut l'hypnose dans son hygiène de vie. L'hypnose, c'est quelque chose qu'on peut faire dans sa vie de tous les jours, hein. Il n'y a pas besoin d'aller faire des tours du monde en avion solaire ou en ballon pour ça. Bertrand souhaite que l'hypnose ne soit plus réservée aux initiés. Les médecins essayent souvent de garder tout ce qui est hypnose à l'intérieur du monde médical comme une technique à appliquer sur leurs patients. Moi, je prône l'inverse. Moi, je pense que l'hypnose doit être enseignée au maximum de gens possible pour qu'ils puissent l'utiliser, mais déjà aux enfants pour préparer leurs examens, ou avoir moins peur de la vie, ou gérer leurs relations à leurs parents ou à leurs amis. C'est quelque chose qu'on doit enseigner, qui doit se développer, qui doit être accessible à tout le monde. C'est dans cet esprit que l'Institut de formation à l'hypnose, créé par Kevin Finel, propose des cabinets publics ouverts à tous ceux qui souhaitent découvrir l'hypnose. Installe-toi. Tu as déjà fait de l'hypnose? Non, pas vraiment. D'accord, pas consciemment en tout cas. D'accord. Alors l'idée des cabinets publics, c'était de rendre compréhensible la démarche de l'hypnose. Avant, je faisais des conférences assez classiques, assez théoriques, pour expliquer ce que c'était cet état-là, pour le démystifier, pour montrer aux personnes qu'il y avait des choses qui étaient possibles avec, que c'était pas en soi médical, que c'était de l'exploration de soi, que c'était de la connaissance de soi. Et j'avais souvent des gens qui étaient d'accord avec le discours, mais qui ne voyaient toujours pas ce qu'était l'hypnose. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être besoin de partir d'une démonstration pour expliquer. Et là, en montrant, les gens se rendent compte que c'est quelque chose qui peut être très doux, qu'il n'y a pas besoin d'avoir une prise de pouvoir sur une personne, que c'est pas ça l'hypnose. L'hypnose, c'est avant tout donner à l'autre du pouvoir sur lui. Et ça, les gens le comprennent quand ils le voient. Quand ils voient qu'en fait, je permets aux gens de rentrer dans cet état-là parce que moi, je connais le chemin pour y aller, mais que c'est eux qui y vont. Et s'ils ont envie d'y aller, et s'ils sentent que c'est bon pour eux d'y aller. Ça donne souvent la sensation de s'élever. On se pose des questions dans un état étendu de conscience, ce qui va nous amener plein de compréhensions nouvelles. On est à un autre niveau de nous-mêmes. Donc il y a des nouvelles connexions qui vont se faire. J'étais toujours là, mais il y avait des choses qui changeaient. L'hypnose est un révélateur de la puissance de notre cerveau. Ce que nous démontrons, c'est que penser à quelque chose peut amener un changement important dans la perception. Notre cerveau est tellement puissant que ce qui se passe à l'intérieur est plus important que ce qui se passe à l'extérieur. En fait, cela montre que nous vivons dans notre cerveau.
Lorsqu'elle est entrée dans les laboratoires de recherche, l'hypnose a fait peau neuve. Le public a cessé de la considérer comme une pratique confinant à la magie et à la sorcellerie. On sait désormais qu'elle active le cerveau de telle sorte qu'il développe un état de conscience particulier et que cet état de conscience peut être mis à profit en médecine et dans de nombreux autres domaines. De même qu'on peut améliorer les performances physiques, on peut aussi améliorer les performances cognitives, comme l'apprentissage ou la mémoire. En comprenant mieux la science de l'hypnose, on voit que c'est un état naturel qui peut nous faire du bien. Et je pense que de plus en plus de gens se sentent en confiance avec l'hypnose. Attention cependant, la disponibilité mentale induite par l'hypnose rend vulnérable aux influences. Donc j'invite les patients à être très prudents quand ils veulent rencontrer un hypnothérapeute, c'est de demander quelle est votre formation de base. Je pense que comme dans tout, quelque chose qui marche peut aussi être mal utilisé. L'éthique doit être le maître mot de l'hypnotiseur et la relation avec ses sujets doit être fondée sur la confiance. Si la science commence à comprendre les fabuleux pouvoirs de l'hypnose, beaucoup reste à découvrir sur une pratique dont les mécanismes sont intimement liés à la complexité de notre cerveau et à son fonctionnement encore très mystérieux.